Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour à nouveau parler d'agriculture, puisqu'après avoir reçu Pascal Toquer de la communauté d'agglomération de Lorient, qui nous a brossé un très large tableau des enjeux de l'agriculture périurbaine, il y a quelques mois, nous recevons ce soir Jean-Pierre Legendre, vice-président de Nantes Métropole en charge de l'agriculture, maire de Brin, qui est également accompagné de Dominique Barrault des services de la communauté urbaine. Alors j'ai un plaisir particulier, je lui ai dit, à accueillir un représentant du Sud-Loire, étant moi-même assez attaché à cette partie-là de l'agglomération. Avec Jean-Pierre Legendre, nous allons donc évoquer ce qui se fait ici et maintenant. On a eu ce regard de Pascal Toquer plus large il y a quelques mois, et là on va évidemment faire un focus particulièrement sur l'agglomération nantaise avec cette question de l'agriculture. C'est d'ailleurs une des questions que l'intercommunalité travaille depuis longtemps en lien avec les organisations professionnelles et particulièrement la Chambre d'agriculture. L'agence d'urbanisme a beaucoup travaillé avec les services du district. Alors c'est un vestige de l'agglomération, un vestige historique de l'agglomération dont peut-être quelques-uns se souviennent encore, mais déjà à l'époque, l'agence travaillait avec les services du district sur ces questions, et évidemment, elle a continué à le faire auprès de la communauté urbaine depuis. Dans ce domaine, Nantes est d'ailleurs reconnue au plan national pour conduire une politique plutôt innovante. Le territoire participe d'ailleurs au réseau Terre en Ville que Pascal Toquer nous avait présenté il y a quelques mois. Nous évoquerons ce soir les différents aspects de cette politique publique. Bien sûr, le soutien à l'agriculture comme activité économique, la question foncière, les friches, le lien urbain-rural, la forêt urbaine. Nous évoquerons aussi la question alimentaire avec les circuits courts, mais encore celle de la biodiversité ou du plan climat, qui sont des sujets portés par la communauté urbaine. L'agriculture, c'est aussi la question d'une nouvelle relation à la nature. Qu'est-ce que l'urbain aujourd'hui? Qu'est-ce que le rural? Qui sont les urbains? Qui sont les ruraux? Au moment où nous réfléchissons à un nouveau projet de territoire à l'horizon 2030, la question agricole revêt une importance toute particulière, puisqu'elle conditionne pour une large part le dessin de notre territoire pour demain. Donc on est heureux d'entendre Jean-Pierre Legendre ce soir sur ces questions-là, et je vais en profiter aussi pour faire la promotion d'un ouvrage de notre camarade Jean Renard, rapporteur général du Conseil de développement, qui vient de publier Les campagnes nantaises, un demi-siècle de révolution sociale et paysagère, 1960-2010, qui évidemment est très concerné par le sujet de ce soir et qui aura sûrement beaucoup de questions pointues et pertinentes à poser à nos intervenants, auprès desquels je vais tout de suite m'excuser parce que je vais être obligé de partir d'ici une demi-heure. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et je vous passe tout de suite le micro. Bien, merci Monsieur le Président. Alors c'est vrai qu'en regardant l'Assemblée, il y a beaucoup de gens beaucoup parmi vous qui ont plus que des notions, mais des connaissances certainement plus approfondies que nous sur le domaine agricole et sur la région nantaise. Alors on va vous présenter l'agriculture périurbaine à Nantes Métropole avec Dominique Barrault, qui est chef de projet agriculture à la direction énergie, environnement et risques de Nantes Métropole. Alors on va le présenter à deux. Ce qu'on vous propose, c'est de passer certains éléments et ensuite d'ouvrir la discussion sur le point qui aura été évoqué, puisque les sujets sur l'agriculture sont tellement vastes que si on déroule tout, on risque de se mélanger. Bien, alors, donc une première diapo sur l'agriculture à Nantes Métropole. Alors, j'irai l'originalité de l'agriculture sur notre agglomération, c'est sa grande variété. C'est pas le cas dans toutes les agglomérations, mais par contre à Nantes, on y retrouve, je dirais, presque l'ensemble de la production agricole nationale.
excepté peut-être les cochons, les élevages hors sol en cochons. Quelques éléments qui datent de 2005. On reverra après que nous sommes en train de réactualiser les diagnostics agricoles. Donc en 2005, après un travail par la Chambre d'agriculture, on avait sur l'agglomération nantaise 330 exploitations professionnelles, 1400 emplois directs et 13 200 hectares de surface agricole utile. Donc je ne rentre pas dans le détail des produits, le muguet qui est véritablement des emblèmes de l'agglomération, la mâche et la vigne bien évidemment. Alors l'histoire de l'agriculture sur l'agglomération nantaise, elle est très ancienne bien évidemment, mais l'intérêt que lui portait l'agglomération est quand même plus récent. Nous avons dans les années en 2000 signé une première convention avec la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Alors cette convention avait été, je dirais, longuement préparée par diverses études et divers contacts qui avaient mis en exergue sur peut-être les 20 dernières années les difficultés et je dirais l'évolution de l'agriculture sur notre territoire. Donc il a été signé avec le président de la Chambre en 2000 des points très forts dont on souhaitait bien évidemment dans le temps pouvoir les mettre en œuvre avec des objectifs opérationnels. Donc le premier objectif, c'était favoriser l'accès au foncier pour les exploitations agricoles. En deuxième, c'était soutenir une activité économique locale de qualité et améliorer le lien urbain-rural. Alors j'évite peut-être que sur les différents points, j'en prendrai juste un. Donc dans le premier, favoriser l'accès, on va parler après de la présentation de reconquérir et valoriser les friches agricoles. C'est un gros travail qui est en cours. Deuxième point, c'est soutenir une activité économique locale de qualité. Là, on va parler de développement direct à la vente directe et les circuits courts. Et en troisième point, c'était développer une agriculture propre et contributrice à la protection de l'environnement et du plan climat. Donc là, on insistera sur le point promouvoir une utilisation rationnelle des ressources et des pratiques respectueuses de l'environnement. Valoriser les friches. Alors c'est un travail qui a été développé ces dernières années, en particulier par un inventaire à la parcelle par les techniciens de la Chambre d'agriculture, car il a été, ça avait été souligné lors des premiers diagnostics agricoles dans les années 2004-2005, que sur l'agglomération nantaise, il y avait plusieurs milliers d'hectares de friches. Alors les friches, on peut en parler, mais il faut surtout les caractériser. Et donc on a fait un inventaire à la parcelle sur je dis les 24 communes, mais on n'a pas travaillé sur Nantes, pour déterminer ce qu'il pouvait être comme friche qui pouvait revenir à l'exploitation sur un plan technique, et celles dont on ne pouvait pas à terme, puisque le boisement était apparu sur les territoires, les récupérer pour les remettre au monde agricole. Alors on a déterminé sur les 52 600 hectares de l'agglomération nantaise, 3 700 hectares de friches inférieures à 6 ans. C'est ce que nous avons estimé exploitable sur un plan technique après défrichage. Et aussi une caractéristique qui est apparue lors de cet inventaire, c'est qu'il y a sur l'agglomération, mais aussi, je dirais, ça peut se retrouver dans le milieu rural éloigné de Nantes, c'est 1500 hectares occupés par des chevaux de loisirs, dont une majorité des hectares, ce sont des locations auprès de propriétaires fonciers. Alors, inventorier des friches, il a fallu mettre en place une méthode, et c'est cette méthode qui va vous être présentée. Alors ça, c'est le résultat de la méthode. On a estimé alors lorsqu'on additionne les 3700 hectares de friches et les 1500 hectares occupés par les chevaux de loisirs, on a estimé qu'on a un potentiel qui permettrait de renvoyer au monde agricole un certain nombre de sites d'intérêt que nous avons déterminés
on les a estimés à 155. On va vous présenter la façon dont nous avons mis en place cette méthode. Alors, on s'est donné des objectifs assez importants puisque on a souhaité défricher, valoriser sur le territoire de l'agglomération. Alors je rappelle, 5200 hectares de friches, 500 hectares d'ici 2014. Et dans un premier temps, pour valider notre méthode, nous avons décidé en 2011 une remise en exploitation d'un site par commune. Donc les objectifs ambitieux que nous nous sommes donnés sur la période 2011-2014, c'est de promouvoir sur un certain nombre de sites 100 projets, dont 20 installations et 80 agrandissements. Soit par an, bon, c'est une division, 5 installations et 20 agrandissements pour 125 hectares. Alors pourquoi des chiffres aussi précis? Lors des diagnostics agricoles que nous avons effectués, il y avait eu une interrogation auprès de chaque agriculteur et ceux-ci s'étaient exprimés sur le ressenti de leur présence sur l'agglomération nantaise. Et lors de cette interview, ils ont exprimé, pour ceux qui n'avaient pas de contraintes fortes, qu'ils souhaitaient pour certains, et je dirais même, je crois que c'est autour de 80% d'entre eux, pouvoir, si cela leur était permis, c'est de conforter leur exploitation. Alors la méthode qui a été mise en place. Donc la phase numéro 1, c'est le diagnostic, donc qui, je rappelle, a été fait en 2008-2009, qui permettent de connaître un état des lieux à la parcelle des friches, de mettre en mouvement les communes qui étaient intéressées pour la revalorisation des friches, des perspectives d'intervention et des enjeux que nous avons déterminés ensemble. Ensuite, nous avons déterminé un programme d'action, on l'appelle de co-construction, puisque ce travail, il n'est pas fait, je dirais, en exclusivité par l'agglomération, mais il est fait avec les communes, avec les agriculteurs, avec les propriétaires fonciers. Alors, nous avons mis en place ce travail, nous l'avons lancé lors d'un séminaire qui a eu lieu en février 2011, c'était à Saint-Aignan-de-Grandlieu, un séminaire qui a eu un fort retentissement, un séminaire que nous avions, longuement préparé, car nous souhaitions réunir, pour présenter nos objectifs et la méthode de travail, l'ensemble des composantes. Quand on dit des composantes, c'est toutes les organisations professionnelles agricoles, c'était aussi les propriétaires fonciers, c'était aussi toutes les associations qui réfléchissaient sur le territoire rural de l'agglomération, c'était aussi les propriétaires de chevaux, que nous avons identifiés non pas à travers une structure de la Fédération Équestre de France, mais simplement avec des associations de propriétaires de chevaux sur l'agglomération, et qui ne sont pas limités d'ailleurs au territoire de l'agglomération, mais des gens qui s'intéressent au cheval loisir. Et c'était cette occasion à ce séminaire de présenter notre expérience, nos projets et des expériences d'autres agglomérations. Et c'est vrai que Monsieur le Président tout à l'heure parlait de l'association Terres en Ville. Le secrétaire technique de Terres en Ville était venu apporter sa réflexion et des travaux qui étaient menés sur d'autres agglomérations, ou même, je dirais, même d'autres territoires, même à l'extérieur de notre pays. Donc ce séminaire a été véritablement la phase de lancement de cet travail sur les friches, ce qui nous a permis, lors de cette journée, de mettre dans l'esprit de chacun la réalité qui était sur notre territoire. Donc juste quelques rappels pour bien situer notre... alors en zone... donc 15 900 hectares exploités par l'agriculture professionnelle, soit 58% des zones agricoles et naturelles. Donc c'est quand même, un territoire assez vaste, bien sûr, en gris, donc tout ce qui est construit. En vert foncé, c'est les zones classées en A au PLU. En vert clair, c'est les zones naturelles,
qui sont, pour une partie, bien sûr, exploitées par le monde agricole. Pour la méthode qui a été mise en place pour bien, j'irais, chiffrer la surface qui était en friche, c'était de retirer des zones agricoles et naturelles toutes les surfaces des parcs et jardins privés ou publics de notre territoire. Car dans le cadre, les habitants qui ont des logements en zone agricole A du plus ont aussi souvent autour d'eux un terrain ou un boisement qui fait partie de la zone agricole ou naturelle, mais qui n'est pas exploité par l'agriculture. Donc, pour mieux quantifier, je dirais, la surface véritablement en friche, il a fallu retirer de la surface de notre agglomération ces 2700 hectares. Nous avons déterminé aussi à la parcelle, et on verra pourquoi à la parcelle tout à l'heure, donc la surface des friches anciennes de 3600 hectares qui correspond déjà à des boisements sur notre territoire. Donc sur le territoire de l'agglomération nantaise, il y a 13% des zones agricoles et naturelles qui sont en friche de plus de 6 ans et de boisement principalement dans les PLU, les EBC, espaces boisés classés. Là, nous avons déterminé sur l'ensemble du territoire, alors on dit 1470, mais c'est 1500 hectares occupés par les loisirs. Alors cette surface, elle est importante et elle a été mise en avant, et il y a eu de la part une grande inquiétude de la part des personnes qui s'occupent des chevaux de loisirs, car ils pensaient simplement, lorsque nous avons émis cette idée-là, qu'on allait les renvoyer dans des clubs ou dans d'autres lieux. Et il y a eu une nécessité d'un contact avec les associations. Si sur le territoire de l'agglomération nantaise, ça s'est fort bien passé, j'appellerai simplement sur des territoires, pour donner un exemple, à Trélières, sur la communauté Erdre-et-Gèvres, ça fait l'objet de manifestations qui étaient des manifestations à cheval, donc c'était relativement agréable, mais nous n'avons pas eu sur le territoire de Nantes Métropole ce problème, car nous avions déjà, avant cette réunion, comme on dit, déminé le terrain. Donc, 1500 hectares occupés par les chevaux de loisirs sur notre territoire. Et puis nous avons déterminé, donc là, 3700 hectares de friches récentes. Donc je rappelle que les friches récentes, ce sont des friches inférieures à 6 ans. Donc sur cette carte de l'agglomération, vous retrouvez, façon les diverses coloris, les friches qui ont été classées, moins de 2 ans, moins de 4 ans, moins de 6 ans, et avec soit en zone naturelle, soit en zone agricole. Donc ceci, c'est toujours la carte de l'agglomération, et grâce au SIG, on a pu, sur l'ensemble des territoires, faire une synthèse des potentiels d'intervention sur les 5200 hectares, c'est-à-dire les 1500 hectares des chevaux de loisirs et les 3500 hectares de friches relativement récentes. Alors, quelle méthode nous avons appliquée? Là, c'est pour prendre une commune qui est proche de l'agglomération, c'est la commune de Bougnay, qui est une commune, je dirais, qui au niveau agricole est une vaste commune, parce que c'est une commune, je crois, qui fait près de 5000 hectares, si je ne me trompe pas. Moins? Combien? 3600, merci. Mais c'est une commune qui est traversée par un certain nombre d'infrastructures. Donc là, on retrouve l'aéroport, on retrouve aussi des voiries 2x2 voies fort conséquentes sur son territoire. Et sur cette commune, on a déterminé des îlots de friches que nous avons classés. Là, je crois, il y en a une dizaine, une quinzaine d'îlots qui ont été repérés sur le territoire. Donc c'est un travail qui a été... C'est une méthode qui a été mise en place. Donc là, on retrouve le territoire de la commune de Bougnay avec des îlots qui ont été formés par des friches sur le territoire. Ensuite, je crois qu'il est important de, comme je vous l'exprimais au départ, c'est que
Le travail n'a pas été effectué simplement par des techniciens. Il a été validé auprès des communes pour des élus, mais aussi des techniciens des communes, pour mieux appréhender le travail qui sera effectué sur les différents secteurs de la commune. Donc, le travail de synthèse, on a essayé de repérer ces friches en les classant par des îlots, a été effectué et validé auprès de chaque commune, par les élus municipaux et le personnel communal. Ensuite, il y a eu un inventaire de la propriété par îlot, parce que ce qui est important, c'est ensuite, comme je le disais, c'est de travailler avec les propriétaires. Alors, c'est vrai que dans le Sud-Loire, et l'exemple de Bouguenais est très frappant, on s'aperçoit que dans le Sud-Loire, c'est pas un propriétaire, mais c'est des milliers de propriétaires qui sont présents sur une commune. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent. Je m'en exprimais tout à l'heure avec Monsieur le Président, au Nord et au Sud-Loire. Au Nord-Loire, c'est plutôt des propriétés importantes qui ont traversé le temps. Au Sud-Loire, ce sont la résultante de propriétés issues pour un bon nombre de gens qui avaient double emploi, c'est-à-dire qui étaient agriculteurs et aussi ouvriers. Et ensuite, ces propriétés ont été divisées au fil des décès, au fil des successions diverses dans les familles. Et on a un émiettement important de la propriété, dû aussi à la présence de la vigne sur le territoire, qui a fait que lorsqu'on héritait, c'était un rang de vigne ou 2 rangs de vigne, et puis ces rangs de vigne sont passés en friche et ainsi de suite. Donc, un inventaire de la propriété par îlot. Ensuite, par commune était déterminé, puisque sur chaque commune, il pouvait y avoir 15 secteurs qui avaient été repérés comme pouvant recevoir le travail concernant le défrichement, mais on a fait un choix, après l'inventaire de la propriété, des meilleurs secteurs de réussite. Donc on a déterminé par commune des secteurs prioritaires pour l'année 2011 et jusqu'en 2014, avec aussi une possibilité, vous voyez, espace d'accueil des loisirs équestres. C'est une réflexion qui a été menée devant la dispersion des locations des propriétaires de chevaux, de réfléchir s'il n'était pas possible, par commune, de faire des espaces où ces chevaux pourraient être rassemblés. Alors pourquoi cette envie de rassembler les chevaux? C'est pas par un souci de coercition, simplement on s'aperçoit que les chevaux, les chevaux qui sont installés sur des parcelles dont les propriétaires n'ont qu'une mécanisation pour les entretenir, ce sont des friches en voie d'évolution. Alors d'ailleurs on s'en aperçoit régulièrement, les chevaux pâturent ce qu'ils ont envie, laissent de côté les bosquets, les terrains sans friche, et ensuite qu'est-ce que fait le propriétaire, qu'est-ce que fait le locataire? Il dénonce, il n'y a sûrement pas de bail, il rompt la location et il va s'installer ailleurs, ce qui fait qu'il y a des friches de plus en plus importantes, anciennement occupées par des chevaux de loisirs. Donc l'envie qui nous était donnée, c'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas possible, par commune, de rassembler dans un lieu, et pourquoi pas après d'autoriser un certain nombre de constructions, si c'est possible dans le cadre du PLU, de permettre aux chevaux de loisirs de se rassembler et de faire une gestion commune du territoire qui leur sera proposé. Donc c'est pour ça que sur l'ensemble des communes, il a été mis en avant, donc il a été fait des choix de secteurs où on pouvait défricher et retrouver un ou des agriculteurs et permettre d'ouvrir une réflexion sur une possibilité d'accueil de loisirs équestres dans un autre secteur de la commune. Donc c'est cette méthode qui a été mise en application sur les 24 communes de Nantes Métropole. Donc en 2012, alors ça a été le travail qui a eu lieu en 2011, la validation de la méthode, déjà un grand nombre de résultats que nous allons vous présenter, et le souhait d'intensifier notre protocole jusqu'en 2014. Pour mener à bien cette
cette valorisation des friches agricoles, nous avons édité un petit théma par Nantes Métropole sur les friches pour permettre à chacun de bien, j'irais aux élus, mais aussi à toute personne s'intéressant au milieu rural et aussi aux propriétaires, de connaître notre souhait d'un programme d'action sur les friches, mais globalement sur l'agriculture. Donc je vous présente, avant d'ouvrir le débat, les premières valorisations du travail qui a été effectué en 2011. Donc on a déterminé, je rappelle, c'était les 155 sites, on a choisi 83 sites d'intervention prioritaire, donc qui représentaient une surface potentielle de 800 hectares. Donc on a engagé des contacts avec les propriétaires et les exploitants potentiels. Et en 2011, on a pu réaliser 21 défrichages et de rendre opérationnels 21 défrichages et projets agricoles opérationnels. En 2011, nous avons pu donc permettre l'installation de 6 agriculteurs. Alors ce que je dis jeunes agriculteurs, ils peuvent bénéficier de la DGA, mais aussi maintenant il y a un grand nombre d'agriculteurs qui s'installent, qui sont pas forcément des très jeunes agriculteurs. Donc j'irai la caractéristique, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc on a permis 6 installations et 15 agrandissements ou diversifications, ce qui fait 174 hectares qui ont été remis à la culture. Alors je rappelle qu'on a un potentiel de près de 6000 hectares. Hein. Donc en 2011, 174 hectares ont été remis à la culture. Alors pour la remise en état, on pourra tout à l'heure en parler, nous sommes aidés par la SAFER avec laquelle nous avons une convention depuis 2000. Et nous avons demandé à la SAFER d'intervenir à cette occasion sur une surface totale de 30 hectares. Alors, cette intervention de la SAFER, elle a plusieurs buts. Il y en a un, c'est de bloquer des ventes qui pourraient sortir les terrains du milieu agricole. Et pour une partie, en 2011, c'était que la communauté urbaine se rende propriétaire de 22 hectares de marais sur la commune de Saint-Herblain-Indre. Permettent donc là, simplement, c'est de présenter les différents secteurs sur lesquels nous avons travaillé. Alors en vert, c'est ce qui a été opérationnel en 2011. En jaune, c'est ce qui est à l'étude en 2012. Et en orange, ça rentre dans le projet 2011-2014. Donc voilà l'ensemble des parcelles sur lesquelles, enfin des secteurs d'intervention sur lesquels nous sommes intervenus. Et puis là, c'est les différents types de production qui ont pu être autorisés sur les territoires que nous avons remis aux agriculteurs. Donc ça va aussi bien de l'élevage, du domaine équestre. Bon, le domaine équestre, c'est les professionnels de l'équitation, hein. C'est le maraîchage, l'arboriculture. Et voilà, c'est donc le potentiel, je dirais, on retrouve dans la caractéristique de l'agriculture de Nantes, qui vous a été présentée en début de ce diaporama, je dirais un petit peu les mêmes caractéristiques dans le cadre de l'installation. Alors les perspectives pour les années qui viennent, donc 2012-2014, c'est de maintenir ce rythme qui est quand même important. On estime qu'on pourra avoir 50 projets qui seront finalisés sur cette période, qui correspond à une surface de 400 à 500 hectares. Donc l'objectif, c'était 125 hectares par an. Alors bien sûr, il y aura certainement des projets qui ont été identifiés en 2011, qui seront malheureusement pas prolongés dans les années futures, puisque on aura eu du blocage, on aura eu aussi des propriétaires qui n'auront pas souhaité, ou simplement des surfaces trop petites pour avoir un intérêt pour l'agriculture. Donc, pour permettre d'obtenir ces résultats, on souhaite, nous, c'est avoir une grande vigilance sur la veille foncière, parce que ça, on en aura l'occasion d'en parler, mais je crois que le foncier, c'est vraiment le passage obligé pour tout souhait d'installation en agriculture. Alors, pour nous, c'est toujours d'acquérir en cas d'opportunité des terrains, enfin des surfaces aussi bien par la commune que par Nantes Métropole,
parce que il est important de savoir que l'efficacité de Nantes Métropole ne peut être présente que si la commune sur laquelle on travaille, il y a une volonté très forte des élus d'aller dans le même sens. Aussi une vigilance toujours une grande surveillance pour éviter que des terrains sortent du domaine agricole, et surtout autour des agglomérations, c'est très difficile. Et puis ce qu'on souhaite aussi, c'est parfaire les partenariats avec les propriétaires de chevaux, donc les associations présentes. Alors représentatif, c'est un grand mot, hein, c'est quelquefois des associations qui se créent pour rencontrer les autorités, les élus. C'est aussi un travail important avec les propriétaires fonciers. Nous avons rencontré l'association départementale des propriétaires ruraux, qui est très intéressée par la démarche de Nantes Métropole et qui est très favorable à nos objectifs. Donc c'était un point que nous avions souhaité mettre en œuvre dès le début de la réflexion, c'est que pour une réussite d'un programme aussi ambitieux, touchant principalement le foncier, il y a nécessité de mettre, en mouvement, autour de la même table, aussi bien les propriétaires, les agriculteurs et les futurs agriculteurs. Et je crois que là, c'est le choix qui a été fait et on peut s'en féliciter. Et puis, bien sûr, on a fait un séminaire de lancement. On souhaite, au cours de cette année 2012, et ça, je pense, ça se fera en juin, c'est refaire un point avec l'ensemble des acteurs pour présenter les résultats concrets, les perspectives, bien sûr, 2012-2014, faire une valorisation des exemples les plus intéressants, et puis aussi faire le lien avec les autres actions de l'agriculture périurbaine que nous aurons l'occasion de vous présenter dans les différentes phases de notre diaporama. Alors, voilà cette première phase. Je pense qu'avec Dominique Barrault, on est prêt à répondre à vos questions, puisqu'on n'a pas voulu noyer tous les domaines d'action de Nantes Métropole en direction de l'agriculture périurbaine, mais simplement, à chaque point, ouvrir le débat. Voilà, je pense que le micro est donc ouvert par rapport à cette première partie de l'intervention. Donc n'hésitez pas. Voilà. Un homme du Sud-Loire, bien sûr. Oui, je voudrais, dans les espaces de friche, est-ce que vous avez compté les surfaces de vignes qui ont été arrachées, ou est-ce qu'elles sont en supplément ? Elles sont en supplément. Et on n'a pas, parce qu'au moment de l'inventaire, il y a eu certainement des espaces de friche dus aux vignes qui ont été pris en compte, mais majoritairement elles ne sont pas prises en compte là. Parce que là, vous en reparlerez peut-être tout à l'heure, mais il y a quand même un débat qui s'instaure sur la réutilisation de ces espaces-là. C'est un peu le bordel d'ailleurs, hein, pour l'instant, quoi. Oui, alors, donc vous avez parlé des nouvelles installations. C'est quel type d'agriculteurs, enfin, quel type qui doivent s'installer sur ces projets-là? Qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce que c'est plutôt de l'élevage, du maraîchage, ou quel est les projets qu'on peut créer à partir de ces friches-là? Alors, on privilégie rien. On a, déjà, ce qui est mis en avant, c'est quand même les surfaces, les îlots qui sont remis à l'agriculture sont quand même raisonnables. C'est-à-dire c'est des surfaces de 5-6 hectares. Donc là, ça peut être l'installation d'un maraîchage, de maraîcher, mais ça peut être aussi pour des agriculteurs l'occasion de s'agrandir. Je dirais que la demande d'installation sur l'agglomération est très forte. Pour celles qu'on connaît, pour nous, c'est souvent des gens qui souhaitent s'installer sur des petites surfaces dans des caractéristiques proches du maraîchage ou de l'élevage. Il n'y a pas de frein là-dessus. Mais il y a aussi donc des agrandissements normaux d'agriculteurs. Donc le gros travail qui est important, je crois que pour un agriculteur il le sait, ou pour les nouveaux agriculteurs, c'est les relations avec le foncier. Parce que les propriétaires fonciers, sont pour certains
étaient en attente d'évolution du caractère de leur terrain. Ceci a été bien précisé dans le cadre des plans locaux d'urbanisme que les surfaces qui étaient classées en zone agricole, c'était classé au minimum pour 20 ans. Mais encore, il existe un certain nombre de résistances. Mais je crois que le travail de persuasion de l'agglomération commence à porter ses fruits. Pour donner un exemple, sur une commune que connaît bien Monsieur le Président, je crois qu'il est parti, c'est une commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Lorsqu'on a fait des réunions avec les propriétaires, et j'étais présent avec la commune, il y avait des propriétaires qui étaient en retraite et qui ne s'étaient pas vus depuis l'école primaire. Donc il y a un des travaux aussi qui est important, c'est de faire prendre conscience aux propriétaires qu'ils possèdent du foncier. Certains l'avaient oublié suite aux différentes successions. Alors c'est vrai, c'est typique à l'agglomération et au moins, on m'a dit, au Sud-Loire, puisque originaire d'une autre région où la propriété foncière, c'est presque, comment je veux dire, c'est plus qu'honorifique. On est fier d'être propriétaire. Là, on a découvert au fil des réunions dans les mairies avec les propriétaires que certains découvraient qu'ils étaient propriétaires. Donc il y a une approche, j'irais, différente des propriétaires fonciers vis-à-vis des futures installations d'agriculteurs. Et je dirais que là, ensuite, c'est toute la magie que doit avoir, dans le bon sens du terme, quelqu'un qui souhaite s'installer, des relations qu'il doit découvrir avec les propriétaires. Donc la commune, comme Nantes Métropole, mais principalement les communes, sont là en lien avec les propositions d'installation et parmi les propriétaires qui ont la possibilité de mettre à disposition leur terrain. Donc, j'irais privilégier telle ou telle installation, c'est fonction de la surface, mais aussi c'est fonction de ce que souhaite, j'irais, presque le propriétaire. C'est pas simple du tout. Hein. Oui, parce que les propriétaires, comme ils sont multiples, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en somme, avoir comme on a fait pour d'autres choses, un établissement public foncier pour pouvoir racheter les terres et puis les louer, alors vraiment. Alors on met à disposition quand même un outil qui est important. Enfin, on permet la création d'AFA, d'associations foncières agricoles, puisque un des points aussi fort de Nantes Métropole, c'est qu'elle subventionne le défrichage. Mais le défrichage, on ne le subventionne pas à la parcelle en fonction des propriétaires, on les subventionne en fonction d'un projet, donc d'une surface minimum à défricher. Et cette subvention, elle est apportée non pas aux propriétaires, mais à une association foncière agricole qui regroupe les propriétaires. Donc c'est vrai que ça nécessite un dynamisme sur le territoire. Il existe depuis de très nombreuses années sur la commune de Bougnay. Il existe sous une autre forme sur les communes du Nord, La Chapelle-sur-Erdre, par intermédiaire d'une SCA, Société Civile d'Exploitation Agricole, qui fait du portage auprès des propriétaires pour, s'ils le souhaitent, remettre dans le circuit agricole leur terrain. On essaye de valoriser toutes les solutions qui sont permises, en sachant que l'aide de Nantes Métropole ne s'applique qu'à des groupements fonciers agricoles et non pas en direct, comme certaines communautés de communes comme RDGF qui d'ailleurs souhaitent s'inspirer maintenant de notre façon de faire pour le défrichage. Oui, excusez-moi, juste pour que tout le monde repère bien tout le monde, que vous puissiez dire juste qui vous êtes avant de parler. Oui, je suis Bruno Deshaies du Conseil de développement. Moi, j'avais deux questions. Vous avez un peu répondu à l'une. C'est est-ce qu'il s'agit toujours de faire valoir direct, ou bien est-ce qu'on peut avoir, dans certains cas, des GFA ou des investisseurs fonciers qui louent les terres à des agriculteurs? L'autre question concerne l'avenir. Est-ce que les surfaces agricoles ne vont pas diminuer étant donné l'accroissement de la population dans les communes de l'agglomération nantaise? Alors, pour prendre le dernier point que vous venez de soulever, c'est vrai que la consommation sur l'agglomération nantaise était très forte ces 10 dernières années, mais quand même avec un ralentissement, puisque je crois que le travail que nous menons au sein de Nantes Métropole en direction de toutes les communes et je dirais via les services d'urbanisme
ont montré qu'il y avait possibilité, enfin qu'il y avait nécessité de ralentir la consommation, aussi bien d'ailleurs pour l'habitat que pour le côté industriel. Donc il y a eu des volontés fortes exprimées auprès des communes. Alors au niveau économique, c'est directement de la responsabilité de Nantes Métropole. Donc là, il y a un engagement à ralentir, non pas de mettre des entreprises sur les zones économiques, mais simplement d'une moindre consommation de foncier. C'est-à-dire que d'éviter, dans le domaine du foncier, il y a déjà une réflexion forte, enfin au moins économique, de ne pas consommer de façon exponentielle le territoire. Et pour l'habitat, on est en train de réfléchir, et c'est même plus que réfléchir, c'est actuellement il y a une demande auprès de l'ensemble des communes une certaine... Alors on parle de densification, maintenant on a un mot un peu moins barbare, c'est intensif, donc on crée une ville intense. Non mais je permets de le dire que exprimer auprès des habitants qu'on doit moins consommer de terrain, c'est simplement leur proposer aussi une meilleure qualité des zones d'habitat, des centres-bourgs et ainsi de suite, si on veut éviter que les gens s'éloignent. Donc là, il y a un ralentissement des consommations des territoires, aussi bien du côté économique que de l'habitat. Ça, c'est une volonté forte exprimée par dans les différentes compétences de Nantes Métropole. Concernant les possibilités de GFA, je dirais que ça peut être étudié. On n'a pas encore eu, à moins que Dominique ait eu on n'a pas encore eu rencontre avec des personnes ou des groupes qui expriment de dire on travaille dans le cadre d'un GFA. Là, GFA, c'est dans le cadre d'acquisition de terrain, mais ça pourrait très bien se poser. Alors on travaille. On a l'expérience qui nous a été présentée de la SCOA Nord-Loire, Société civile d'exploitation agricole, mais là c'est une société de portage qui porte pour les propriétaires. Donc rien n'interdit, toutes les possibilités qui sont offertes dans le cadre du code rural. Hein. Bonjour, Laurent Lebeau, Faltasi. J'ai travaillé avec un petit groupe sur un projet d'agriculture urbaine qui s'appelle les écovores. Et sur ce projet, justement, on a donc abordé toute une réflexion sur l'économie circulaire et la relocalisation de notre capacité en fait alimentaire localement. Et alors j'ai deux petites questions. J'en ai une d'abord sur les jardins familiaux. Alors je sais que là, l'idée c'est de mettre ces friches plutôt à disposition d'agriculteurs, et ça je le comprends tout à fait parce que je le défends quotidiennement, mais je sais aujourd'hui qu'il y a une grande demande sur la communauté urbaine et dans les centres urbains des habitants pour pouvoir pratiquer justement du potager, du jardin, et d'entre autres de reconnecter l'urbain à la campagne, parce que l'urbain vit complètement hors sol et pour la plupart sont complètement déconnectés de la pratique agraire et même du fonctionnement des saisons par le simple choix de légumes inappropriés en fonction des saisons. Donc j'avais donc cette première question concernant les jardins familiaux. Est-ce qu'il n'y a pas des friches justement qui sont sur des surfaces si peu importantes qu'elles pourraient être plutôt dédiées à du jardin familial que plutôt à des pratiques agricoles? Et ma deuxième question, ça concerne une étude qui est parue à l'automne dernier sur Rennes et sa capacité justement à alimenter la ville. Alors je ne sais plus quelle est l'organisation sur Rennes qui s'en est occupée, mais il y a deux chiffres importants qui ont résulté de cette étude. C'est qu'ils sont aperçus qu'en potentialisant toutes les surfaces agricoles sur Rennes, qu'on pouvait nourrir la population rennaise à 37% en intra-urbain, et c'est un peu utopique, hein, et en passant à 6,3 km d'un rayon, sur un rayon autour de Rennes, pouvoir nourrir 100% de la population. Alors bien sûr, c'est des chiffres qui sont forcément légèrement exagérés, dans le sens où là, je pense que les terrains de foot ont été mis à contribution du maraîchage. Hein. Mais en tout cas, je voulais savoir si une étude de la même forme a été imaginée sur Nantes et quel est justement le potentiel nantais. Mais bon, on sait que Nantes a un étalement urbain qui est plus important que celui de Rennes, qui est beaucoup plus contenu. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de se questionner aussi. Merci.
Merci. Alors sur le deuxième point, Dominique Barrault y répondra, parce que tout à l'heure on aura la partie circuit court et il y a eu des études qui ont été menées. Concernant les jardins familiaux, on y réfléchit, tout à fait d'accord sur cette proposition. D'ailleurs, sur la commune de Brin, il y a un propriétaire foncier qui nous a dit, moi je serais d'accord pour mon terrain puisse être défriché à condition que ce soit des jardins familiaux. Vous voyez comme quoi, tout à fait possible, oui. Bonjour, Christine Margetic. Moi, j'avais deux questions à poser. La première concerne un peu en continuité de ce qui vient d'être dit. Est-ce que on profite de l'opportunité, entre guillemets, d'installer de nouveaux agriculteurs pour orienter les systèmes de production, faire le lien avec la biodiversité et notamment l'agriculture biologique qui est souvent mise en avant? Donc ça, c'est un premier point. Et j'ai oublié le deuxième point. En termes de justice spatiale, comment régler la différence de prix du foncier entre justement une parcelle qui restera agricole et une parcelle qui serait en urbanisé, enfin avec la possibilité d'urbaniser? Oui, alors sur le deuxième point, je crois qu'on pourrait passer la soirée à débattre. Non, mais nous, c'est clair que oui, c'est une proposition de loi. Pour nous, on travaille sur le territoire en tant avec des prix agricoles. C'est-à-dire que lorsque la collectivité intervient via la SAFER ou lorsqu'il y a des échanges, c'est au prix de la terre agricole. Alors, l'histoire après oui, lorsqu'on fait un zonage différent, je crois que actuellement, enfin là j'ai élargi un peu le débat, mais Nantes Métropole a la compétence ZAC Habitat, et dans cette compétence ZAC Habitat, le foncier est une chose importante. Les tarifs qui sont pratiqués le font par rapport aux tarifs des services des domaines, France Domaine, et on peut dire qu'il y a quand même une maîtrise dans le cadre des ZAC, mais ce qui n'est pas le cas en dehors des ZAC. Alors concernant les nouveaux agriculteurs, c'est vrai on n'a pas d'orientation particulière sur. Enfin, il y a des orientations souhaitées par l'ensemble des intervenants des différentes communes, des élus, de dire oui, on peut faire ça serait souhaitable que ceux qui s'installent, ce soient des agriculteurs biologiques. Donc, mais c'est un souhait, mais je veux dire, on ne l'a pas inscrit en tant que règle au sein de Nantes Métropole. Et je crois on souhaite que le débat soit ouvert au niveau du terrain entre les communes, les propriétaires, les souhaits parce que les souhaits des habitants, enfin j'y ai le souhait des habitants, il faut savoir que les gens qui s'installent, ils souhaitent avoir une garantie économique de pouvoir vivre dans le temps. Alors c'est à eux de faire le choix d'être en direction de l'agriculture biologique ou autre, mais il n'y a pas de position officielle de Nantes Métropole. Dominique, vous souhaitiez... Oui, parce que la question de Madame Margetic qui rejoint la première ou la seconde question de Monsieur tout à l'heure. Je crois qu'il faut retourner un petit peu le sujet. C'est quand on parvient à travailler sur des unités foncières de quelques hectares, 3, 4, 5 hectares, naturellement, nous sommes sur des petites productions. Donc naturellement, ça favorise du maraîchage, ça favorise des petits élevages volailles, et ça rend beaucoup plus difficile. Sur quelques hectares, on ne parle pas d'installation en élevage. On est bien d'accord, en élevage qui soit intensif, peu importe. Donc à partir de là, c'est plutôt la capacité à tirer parti de ces petites niches, je parle d'installation, pas d'agrandissement, qui va aller vers de l'installation et plutôt sur des produits à forte valeur ajoutée, soit sur du bio, soit sur des circuits courts. Pour le reste, il se trouve que dans ce que vous a présenté Monsieur Legendre, il y a beaucoup de petits morceaux très très dispersés à gauche à droite, où là c'est bien plus facile de travailler sur de l'agrandissement, parce que quand on est sur 1 hectare ou encore moins, c'est du plus pour les personnes qui sont déjà en place, mais c'est peu exploitable pour quelqu'un d'autre.
Et puis juste pour compléter les questions de prix, bon, ça je sais que certains d'entre vous connaissent ça mieux que nous, mais nous avons sur le territoire de l'agglomération, je dirais sur le département en général, nous avons les terres agricoles les moins chères de France. On parle souvent de 1500, 2000 euros l'hectare, parfois un peu plus, hein, selon le type de production. Et à l'inverse, nous avons depuis peu, et c'est exponentiel, les terres urbanisables parmi les plus chères de France. Donc le gap, il est énorme. La culbute, si je peux dire, elle est vraiment liée aux questions de zonage. Aussi longtemps que la plus-value, selon que nous sommes du bon ou du mauvais côté du trait du zonage PLU, aussi longtemps que la plus-value ira dans la poche du propriétaire qui n'a rien fait pour ou contre, qui a essayé de faire pour, d'ailleurs. Mais normalement, ce ne sont pas les propriétaires fonciers qui déterminent les principes d'aménagement du territoire. Voilà. C'est un vrai problème politique. Oui, mais c'est au niveau national. Ça relève de la politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire au niveau national. L'échelon local ne peut absolument rien faire par rapport à ça. La seule chose que nous puissions faire, c'est limiter l'extension des zones urbanisables, quel que soit l'objet dans le cadre des PLU. Nous sommes sur le jeu de l'offre et de la demande et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre modèle en France qui s'applique sur ces questions-là. Néanmoins, il y a quand même un point qui est très très important, c'est que les projets sur lesquels nous travaillons, ils ne nécessitent pas forcément d'acquérir. Les AFA travaillent sur de la mise à disposition de foncier ou sur de l'échange de foncier. Nous avons, dans les propriétaires que nous rencontrons, effectivement, certains ne savent même plus qu'ils sont propriétaires. Ça arrive. D'autres ne le savent que trop. Ça arrive aussi. Sincèrement, moi j'ai assisté à pas mal de rencontres dans les communes. Je suis surpris du nombre assez limité d'attitudes, on va dire clairement spéculatives. Sincèrement. Pour autant, on a beaucoup de personnes qui disent bon, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Si vous y arrivez, c'est très bien. On peut vous accompagner, mais on n'y croit guère. Hein, c'est plus ça. C'est plus une question de scepticisme global. On va pas clore le débat foncier ce soir. Il y a beaucoup de questions, donc je vous propose de prendre encore 2 ou 3 questions et puis après vous continuerez à dérouler votre présentation. Oui, Jean Gasnier, R, sur Bougnay. Alors R, Action et Initiative Rurale Civicole, c'est une association qui, depuis maintenant 97, sur Bougnay, agit pour que les terres redeviennent productrices d'aliments. Principalement, nous en sommes aujourd'hui à peu près aux alentours de 80 hectares de défrichés sur la commune de Bougnay, qui est quand même... on a, je pense, réussi pour l'instant l'action pour laquelle Nantes Métropole s'est inscrit depuis. Un point important, on se trouve confronté, c'est pour rebondir un peu d'ailleurs sur le sujet d'avant, on se trouve confronté dans des secteurs de Bougnay, parce que c'est l'une des communes les plus proches dans l'agglomération des zones urbanisées, à effectivement des gens qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas mettre à disposition leurs terres. Et on souhaiterait que le PAEN ou PAEAN, enfin les protections espaces agricoles et naturels, se mettent en place aussi sur le Sud-Loire et que ça soit pas réservé à d'autres hypothétiques projets. Sur Bougnay, on en a besoin de cette action-là et on sent pas de la part de la collectivité une volonté d'avancer sur ce sujet. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est la question que je souhaitais. Par contre, on voulait préciser que Nantes Métropole nous a entendus dans le cadre du défrichage, puisque auparavant, pour défricher, jusqu'en mi-2011, il fallait avoir un projet pour défricher. Maintenant, vous avez compris la demande de R principalement, qui était de permettre de défricher pour pouvoir présenter à des demandes d'installation quelque chose qui soit présentable. Parce que présenter une friche à des demandes d'installation, c'était pas très acceptable. Et vous avez accepté en portant à 5 ans au maximum pour que une installation puisse se faire sur les terres défrichées. Et ça, on vous en remercie. Alors pour
Oui, vous posez la question, mais je réponds pour les PENAP, enfin pour les péans, c'est un sujet que nous portons actuellement sur le nord de l'agglomération, avec 3 communes de Nantes Métropole que sont La Chapelle-sur-Erdre, Orvaux et Sautron. Et nous entamerons aussi une réflexion sur le sud, puisque Madame le maire de Bougnay a fait une demande auprès de Nantes Métropole concernant la création d'un péan. Alors cette réflexion, il faudrait qu'elle se porte, je dirais, sur un territoire relativement large. Ce ne sera pas que sur Bougnay. Il faut y réfléchir aussi de savoir si on sort pas de l'agglomération nantaise, puisque c'est évident que l'influence sur les communes riveraines de Cœur Pays de Retz, du SCOT du Pays de Retz, il nous faut une réflexion plus large, mais c'est tout à fait dans notre ligne de mire, dans notre réflexion, et on espère, je dirais, il faut déjà qu'on débloque si on peut s'exprimer ainsi, le péan, parce que le péan, alors la responsabilité, c'est le Conseil général. Alors, qui peut déléguer ensuite, dans le cadre du programme d'action, les collectivités et les intercommunalités, mais le principal, je dirais, celui qui fait le péan, c'est le Conseil général. Alors je crois que le Conseil général, après avoir été attentif, a bien pris à bras-le-corps les péans. On le voit sur le projet du nord du département. Et je dirais que on peut dire que le Conseil général dans ce domaine commence à être leader. Et que là, on a plutôt des freins de la part de communes. Alors c'est toujours très difficile à gérer. Mais sachez que le Nantes Métropole est très favorable au PAEN. D'ailleurs, on a travaillé dans le cadre de Terres en Ville à l'évaluation, au suivi, la mise en place dans certains domaines. On a eu le plaisir d'aller en région en Auvergne et en région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, voir des expériences. Le projet qui est mené au nord de l'agglo, c'est un projet ambitieux parce que le périmètre c'est 20 000 hectares. C'est pas rien. Et donc, on a tout à fait conscience qu'il faut impérativement, au sud et principalement sur Bougnay et sur ses environs, en mettre un en place. Je vous propose qu'on puisse grouper les quelques questions qui restent là sur cette première partie pour que vous ayez quand même le temps de dérouler ensuite votre deuxième partie, qui aura sans doute d'autres questions. Donc je propose qu'on puisse grouper les quelques questions qui restent. Vous faites une réponse groupée et on passe à la suite. Alors, si je peux me permettre, donc François Mosset, éleveur bio à Couëron. Vous évoquiez tout à l'heure le code rural et les outils permis par le code rural. Vous avez évoqué l'AFA, mais finalement, vous n'avez pas évoqué des outils plus connus, tels que le remembrement, les aménagements fonciers et autres. Est-ce que ça serait pas ça la vraie solution ? Parce que finalement, en partenariat de la démarche et de l'implication que vous avez et des objectifs que vous avez, mais parce que ce sont des outils qui permettent d'aborder globalement les secteurs avec un inventaire foncier, l'aide de géomètre, c'est des outils connus et pour mémoire, tout le périmètre nantais finalement, les friches, elles sont un peu liées au fait qu'il n'y a jamais eu de remembrement, à la différence du reste du département. Voilà. C'est une réflexion. Je vous propose qu'on groupe. Vous ferez une réponse groupée, on va prendre toutes les questions et vous répondrez en bloc. Patrice Dubreuil, Terroir 44. Entre les jardins partagés et puis l'installation, pour moi, il y a l'installation et l'émergence de projets en circuit court. Il y a plus une complémentarité qu'une opposition. Et ça relève bien plus d'un projet global sur le mode d'alimentation et d'approvisionnement. Mais pour moi, il y a complémentarité. Il ne faut surtout pas les opposer. Est-ce qu'il reste encore des questions sur cette première partie ? On en prend une autre et puis on passe à la suite. Oui, Hervé Madouas, RDGEV. Juste sur les friches de plus de 6 ans, est-ce que vous avez prévu quelque chose de les intégrer, etc. Une toute dernière, alors. Oui, moi je voulais parler de l'apiculture, à savoir que à l'UNAPLA, je ne sais pas si vous avez lu le journal récemment, il y a énormément de personnes qui s'intéressent à cette pratique et je pense qu'ils vont avoir besoin de terrain pouvant rester en friche d'ailleurs, parce que les ruches, il n'y a pas tellement besoin que les terrains soient propres. Et je voulais savoir si il y avait possibilité de prioriser les petits terrains, les petites friches pour ce domaine de l'apiculture.
Bien, on va essayer de répondre. Il y a beaucoup de questions. Concernant François Mosset parlait des différentes possibilités d'aménagement foncier. Alors, je crois que pour donner un exemple, la commune de Bougnay a demandé un aménagement foncier. Il y a la Chapelle-sur-Erde qui y est. La commune de Brin en sort avec 10 ans d'aménagement foncier. Mais c'est vrai que toutes les communes n'ont pas perçu l'avantage de ce moyen. C'est vrai que par exemple, Brin on était maître d'œuvre pour le Conseil général, maître d'ouvrage pour le Conseil général pour 4 communes qui étaient Chex, Le Pèlerin et Saint-Jean-de-Boiseau. Nous, on a souhaité un aménagement foncier général, la commune de Chex aussi. La commune de Saint-Jean et Le Pèlerin, c'était juste sur l'axe perturbé. Maintenant, avec un regret, je crois, pour la commune du Pèlerin, de ne pas l'avoir fait sur la totalité, au vu des résultats sur la commune de Brin. Je dirais la commune de Brin, commune autre. Mais il y a d'autres communes, donc La Chapelle, c'est en cours. Je crois que Couéron, c'est suspendu, c'est pas suspendu, je sais pas. Ah oui, État, Conseil général, oui. Non. Alors, il faut savoir que dans les péans, l'aménagement foncier peut être mis de façon prioritaire. C'est-à-dire que les territoires qui ont un péan peuvent bénéficier, normalement, si j'ai bien dans le programme d'action, il me semble que le Conseil général a mis cette possibilité. Mais c'est vrai que autour de l'agglomération nantaise, beaucoup de communes auraient pu se permettre de faire de l'aménagement foncier, ne l'ont pas fait. Bon, maintenant, je crois que honnêtement, c'est des coûts exorbitants. Hein. Faut être, ça dépend si on va jusqu'à quel degré, mais puis il y a aussi certainement, il faut des éléments. Lorsqu'il y a le passage d'une route, c'était le moment idéal de le faire parce que c'était une obligation du maître d'ouvrage de la route de réparer. Et là, s'il y a véritablement un consensus dans les propriétaires fonciers, et les agriculteurs, ça marche. Hein. C'était le cas pour Brin. C'est vrai que c'est un point qui. Non, je vois Vincent qui. Oui. Pardon, Vincent Delebouglise, je suis éleveur au Pèlerin. Et si ça s'est fait sur Brin, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs assez jeunes, très dynamiques, et donc qui ont eu du poids face aux propriétaires. Sur le Pèlerin Saint-Jean-de-Boiseau, on a, ce qui était évoqué tout à l'heure, le non-remembrement suite aux terres en vigne, on a une multitude d'exploitations. Moi, j'exploite une exploitation, j'ai 250 parcelles cadastrales et 75 propriétaires. Donc, on a 3 sièges d'exploitation sur la commune, il y en a 3 ou 4. Donc, on avait de toute façon pas de poids au niveau décisionnel, et les élus, pour pouvoir engager une restructuration foncière comme ça, il faut qu'il y ait un acte fort politique. Parce que là, au Pèlerin, il y avait une pression des propriétaires qui voulaient surtout pas, il n'y avait pas encore les PLU, donc ils ne voulaient surtout pas bouger leurs parcelles. Et donc c'est une question d'équilibre vraiment entre la présence agricole, enfin de sièges d'exploitation et des propriétaires. Non, mais c'est vrai que dans le code rural, il existe énormément de possibilités. Je crois qu'il faut s'appuyer sur des équipes fortes de techniciens pour présenter les différentes possibilités, puisque quand on parle d'aménagement foncier, le remembrement est la phase ultime, mais il peut y avoir des phases intermédiaires d'échange, sans travaux connexes, sans ci, sans ça. Donc, pour moi, il faut utiliser tout cela. Alors après, c'est vrai que dans le Sud-Loire, la multitude des propriétaires, c'est pas simple. Mais je crois qu'il faut utiliser. Non, mais le code rural, il est de plus en plus abondant. Et c'est vrai qu'on n'utilise malheureusement pas tous les éléments qui sont dans ce code. Mais les péans, je trouve c'est un élément fort qui normalement devrait permettre une stabilité avant un possible aménagement foncier. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Alors, périmètre des espaces de protection des espaces agricoles et naturels, et puis après en région périurbaine. Hein, alors il y a des endroits où on dit péan, d'autres dans le sud ils disent pénap, parce qu'ils vont jusqu'à dire périurbain. Et la question de Patrice Dourbeil, c'était concernant le mode d'alimentation. Je crois que je vais laisser, on va en discuter après dans le cas des circuits courts, sur l'interrogation de tout ce qui concerne les circuits courts, mais aussi comment nourrir dans le cas de la restauration scolaire et ainsi de suite. Je crois que
On va passer à la phase suivante pour Oui, éviter... je vous propose qu'on continue à dérouler, comme ça il y aura d'autres questions après, sinon on va avoir du mal à terminer dans les délais. Juste pour compléter sur l'apiculture. Sur l'abeille, non, c'est vrai que sur l'abeille, alors à voir la dimension économique sous le plan professionnel, mais évidemment que si on regarde le lien avec la trame verte et bleue et l'aspect plutôt écologique, biologique, il y a plein de choses à faire ensemble. On a suffisamment de friches pour en avoir pour tout le monde, à la fois pour les abeilles, pour la forêt. Monsieur Derdrejev demandait là sur les friches de plus de 6 ans. Bon, faut voir déjà que c'est un peu virtuel ce qu'on dit. Plus de 6 ans, ça avait plutôt moins de 6 ans il y a déjà 3 ans. Donc mathématiquement, c'est un peu daté. C'est vraiment au cas par cas sur le terrain qu'on entérine le fait que lorsqu'il y a suffisamment de lignes développées, ça vaut plus tellement le coup, ne serait-ce que économiquement, de revenir en arrière. À moins que le terrain présente un super potentiel. Mais bon, les zones de friche... Oui, c'est ça, oui. On va pas trop s'amuser à les déboiser alors qu'on a déjà des secteurs qui sont enfrichés de longue date et qui présentent un intérêt plutôt, j'en reviens à la question biodiversité, trame verte et bleue, qui présentent un intérêt autre que agricole. On a aussi une politique biodiversité, trame verte et bleue, qui est complémentaire de la politique agricole. Donc on va passer au... Je vais peut-être basculer juste plus simple. Alors, sur la question des circuits courts, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce que vous avez vu tout à l'heure qu'à la fin, faire le lien entre l'ensemble des actions agriculture périurbaine, il faut bien voir que, outre les aspects spéculatifs, la difficulté qu'on a à faire accepter l'agriculture, c'est qu'elle est méconnue. Et qu'on a une telle séparation aujourd'hui entre le monde agricole, le monde rural et le monde urbain que, ma foi, c'est plus par méconnaissance. Donc, la façon d'aller plus loin sur l'agriculture, ça consiste aussi à rapprocher un peu l'ensemble des publics, urbains, rural, et à leur présenter ce que peut apporter l'agriculture. Et qu'on sorte un petit peu des schémas très très théoriques où l'agriculture soit serait très bonne parce que soit très productiviste, soit très bio, soit très ceci, cela. La vraie vie, c'est pas tout à fait ça. La vraie vie, c'est une grande diversité de types de production, de pratiques, et ça existe. Chacun peut en penser ce qu'on en veut, mais amusez-vous à vous faire une idée sur pour ou contre les OGM, par exemple. Les scientifiques entre eux ont du mal à faire la part des choses. Donc au niveau de la population moyenne, c'est très facile de se faire une idée sur un comptoir de café. C'est un peu plus complexe d'avoir quelque chose de vraiment arrêté. Alors sur les circuits courts, je vais vous citer quelques exemples de ce que nous réalisons. D'abord, vous avez ici donc les 4 axes qui font partie là aussi du programme initial avec la Chambre d'agriculture. Et pour information, sachez que cette thématique sur les circuits courts, ou plutôt je devrais dire sur l'économie de proximité, est fait l'objet actuellement d'un programme européen dans lequel nous participons avec 9 partenaires de la façade atlantique et qui est financé par le FEDER. C'est plutôt un réseau d'échange d'expériences, mais on apprend énormément de ce que peuvent faire nos voisins portugais, espagnols et irlandais. Donc ce programme s'appelle Anatole, qui est un acronyme anglais. Quelques exemples. Ce dépliant que vous avez peut-être vu, qui fait partie de la collection dit des bons plans de Nantes Métropole, qui a un grand succès vis-à-vis des consommateurs parce qu'il recense, alors nous étions partis, la première édition en 2007, nous étions partis je crois sur 60 producteurs. Oui, il suffirait de lire. Nous en sommes aujourd'hui à 77 et on prévoit une réédition en fin d'année. Et comme tout ce qui sort en fin d'année 2012 aura le petit logo Nantes Green Capital, ça va forcément donner beaucoup plus de corps à notre action. Non, au-delà de la plaisanterie, c'est quelque chose qui marche très bien. Le public voit un intérêt à savoir qu'à côté de chez lui, tel producteur vend chez lui et à quelles conditions. Une autre manifestation qui commence aussi à devenir un peu plus récurrente, nous en sommes à la 4e édition cette année, c'est un samedi chez mon producteur. C'est une sorte de journée fermes ouvertes, si je peux dire, qui marche pas mal aussi et qui se recentre de plus en plus, non pas sur un très grand nombre de fermes, mais sur quelques sites. L'année dernière, nous étions sur 13 sites. Par contre, chacun des sites peut accueillir plusieurs producteurs. Et donc on est plus dans une logique de mini-marché fermier, si je peux dire, avec des animations. Et nous souhaitons actuellement avoir une implication un peu plus forte des communes qui pourraient travailler en direct avec l'agriculteur qui s'y colle sur le terrain et travailler là aussi sur d'autres types d'animations. Il n'y a pas qu'un petit tour en poney, mais on peut avoir une dimension plus culturelle. Troisième exemple, alors là,
il faut remonter un tout petit peu en arrière. 2003, si ma mémoire est bonne, la Nantes Métropole et la SAFER avaient décidé de préempter un siège d'exploitation, donc les anciennes pépinières Blino, s'il y a des Orvaltais dans la salle. Monsieur Blino prenait sa retraite et revendait d'un côté le siège d'exploitation, pas le siège, pardon, l'outil d'exploitation à un jeune qui voulait s'installer, donc une transmission, mais avait revendu les bâtiments qui étaient en l'occurrence un beau corps de ferme ancien à un urbain, un Parisien qui venait s'installer sur Nantes. Nous avons préempté pour ne pas démanteler la ferme. Tout ça pour la modique somme de plus de 400 000 euros. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on sera en capacité de refaire ce genre d'opération. Il n'empêche que ça a quand même fait du bruit parce que ça nous a permis de maintenir donc cette exploitation dans son intégrité, si je peux dire. La limite du système, c'est que manque de chance, au bout de 2-3 ans d'exploitation, le repreneur a fait faillite et nous nous sommes retrouvés avec un très chouette bâtiment qui avait une vraie valeur, du foncier autour qui était très limité et donc l'obligation, ne serait-ce que même réglementaire vis-à-vis de l'intervention de la SAFER, obligation réglementaire à valoriser ce site dans un sens agricole. Et finalement, la seule solution qu'on a pu trouver, mais qui fonctionne aujourd'hui pas trop mal, c'est de créer un marché fermier au nord du bourg d'Orvaux, à 2 km à vol d'oiseau, dans lequel se situent 6 ou 8 producteurs aujourd'hui qui viennent tous les samedis. Nous aimerions que ça soit ouvert un petit peu plus souvent, mais après c'est toujours une question d'équilibre économique entre la disponibilité de chacun des exploitants et le chiffre d'affaires qu'ils en sortent. Autre étude, là je vais peut-être répondre un peu à des questions qui se sont posées tout à l'heure. Nous avons engagé l'année dernière avec la Chambre d'agriculture une étude spécifique sur la place de la restauration collective. Alors ça n'est pas terminé, on en a encore pour quelques mois, mais les premiers résultats sont intéressants. L'idée est de bien quantifier les lieux de restauration collective pour voir où sont les marges de manœuvre. On parle toujours des exemples de cantines scolaires, c'est sûrement quelque chose de très important. Hop. Mais il nous faut mettre des chiffres un peu plus précis là-dessus pour arriver à voir avec qui on doit pouvoir travailler. Donc ça c'est encore en cours, je vous en dirai plus au second semestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les structures publiques ont fait l'objet d'un fort intérêt pour l'opération, mais pas les établissements hospitaliers, où on peut avoir d'autres types de contraintes de type d'ordre sanitaire. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que la limite aujourd'hui au circuit court et à la restauration collective, bon là il y a des gens dans la salle qui sont bien plus compétents que moi dans ce domaine, la limite c'est beaucoup la capacité à transformer. Sans vouloir provoquer, si je vous dis par exemple que nous produisons beaucoup de poulets de batterie classique, industrielle sur un territoire comme l'aire urbaine ou comme le département, ou comme la région, je crois qu'on produit grosso modo 5 fois plus de poulets dans la région qu'on est en capacité d'en consommer. Évidemment, ce poulet s'en va pour beaucoup à l'export, au-delà de la région, j'entends. Indépendamment, encore une fois, de la question de la qualité du poulet, si on travaille sur l'économie de proximité, on va chercher à valoriser localement ce qui est produit localement. Ce serait encore plus paradoxal d'aller exporter notre poulet industriel pour importer un autre poulet industriel qui viendrait encore d'ailleurs. Donc, puisqu'il y a un marché, je ne suis pas là pour porter un jugement sur le fait qu'on ait un marché ou pas sur le poulet industriel, mais puisqu'il y a des gens qui en consomment, autant essayer de faire en sorte qu'il soit produit localement. Alors, sur le poulet, c'est un petit peu compliqué. Sur les légumes, il y a pas mal de réflexions en cours, sur des légumeries, sur de la transformation. Mais tout ça est assez complexe. Si c'était facile, ce serait en place déjà depuis assez longtemps. Voilà, donc en 2012, on continue à travailler avec la Chambre d'agriculture sur cette question-là. Nous avons également des partenaires qui sont très demandeurs d'avoir un retour d'informations sur les enjeux chiffrés réels. On en est vraiment au stade du diagnostic. On n'en est pas encore au stade de proposer un programme d'action avec des objectifs chiffrés. C'est quelque chose, encore une fois, d'assez complexe. Et puis nous conduisons également des études en interne. Alors là, on a 2 types d'études que je vais vous citer à titre d'exemple. Quelqu'un qui a travaillé l'année dernière chez nous, Eva Groens, qui a travaillé sur les opportunités de développement pour la vente directe, donc qui a cherché à caractériser les exploitations. Je vais balayer ça très rapidement juste après. Et puis en complément, ou plutôt dans le prolongement de ce travail, un stage qui est en cours actuellement chez nous, d'une jeune fille d'AgroParisTech Dijon,
et qui essaye de mesurer et de comparer sur une échelle territoriale donnée. En l'occurrence, nous sommes partis sur l'aire urbaine. Donc on a travaillé là-dessus avec Bruno Julien de l'agence d'urbanisme. Sur cette aire urbaine, on essaie de mesurer ce qui est produit et ce qui est consommé. L'idée là aussi, c'est de sortir un petit peu du mythe qui consiste à dire il suffirait d'installer tel type de production sur mon territoire pour nourrir tous les gamins de ma commune, mais c'est de mettre des vrais chiffres derrière. Quelles sont les productions dans lesquelles nous sommes excédentaires, quelles sont celles dans lesquelles nous sommes déficitaires, et quand bien même nous aurions des productions qui sont équivalentes entre production et consommation, ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qui est fait chez nous est consommé chez nous. Donc la question est très simple, la réponse, j'espère dans quelques mois, à la fin de l'été, nous on aura quelques précisions. Bon, là, je vais passer assez rapidement sur le stage d'Eva Groens, qui a travaillé sur 36 types d'exploitation agricole et qui, au bout du compte, a fait une sorte comment dirais-je, de répartition un peu schématique sur les types d'exploitation, soit strictement rurales, soit urbaines, soit quelque chose de mixte. Bon, je vais passer rapidement parce que ça nous emmènerait sur assez loin, mais elle avait illustré ça par l'exemple du maraîchage, entre un maraîchage spécialisé en plein champ qui valorise une surface assez conséquente pour du maraîchage, un maraîchage urbain sur une toute petite production, donc là on est vraiment sur de la vente directe et des circuits courts. On se rapproche dans la version intermédiaire de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir comment valoriser des toutes petites niches de foncier. Et puis la troisième qui est une sorte de mixte entre les deux. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Un petit point sur agriculture et biodiversité, parce qu'il nous faut là aussi ne pas opposer les deux. L'agriculture n'est pas forcément ou bien la solution universelle à tous nos problèmes, ni à l'inverse la cause de tous nos maux. Donc pour expliquer ça, nous voulons préciser le lien, la contribution de l'agriculture à la biodiversité. Et on est là dans le lien entre... moi, je travaille dans le service espace naturel, environnement. Si on compare avec nos autres collègues de Terres en Ville, les chargés de mission qui ont le même type les mêmes fonctions que les miennes peuvent relever selon les cas, ou bien d'une approche plutôt développement économique, il y a certains exemples, ou d'une approche plutôt aménagement du territoire urbain, ou d'une approche plutôt environnementale. L'intérêt de l'approche environnementale, c'est que ça nous permet de mieux mailler quand même les questions liées à l'agriculture et à la biodiversité. Alors je vous dis ça, on est au début de la réflexion, il y a encore beaucoup de marge d'amélioration. Et pour ce faire, nous avons travaillé avec là aussi une stagiaire. On a malheureusement recours à beaucoup de stagiaires parce que nos capacités internes sont limitées pour engager un diagnostic. Et ce diagnostic, il s'est poursuivi par un travail d'expérimentation dit IBIS qui a observé, mesuré chez 7 agriculteurs volontaires la façon dont ils connaissaient et dont ils prenaient en compte la biodiversité. Je vais vous illustrer ça rapidement. Donc, nous avons veillé à la représentativité géographique des 7 exploitations. François Mosset, ici présent, est l'un des 7, si je ne m'abuse. Et on a travaillé à la fois sur différents types de production, bovin, lait, agriculture, viticulture, maraîchage, bovin, viande et aviculture. D'ailleurs, je ne sais pas, François, peut-être si tu veux à l'issue dire un petit mot sur ton retour d'expérience personnelle. Ce que je sais, c'est que la Chambre d'agriculture nous a proposé à l'issue de ce travail-là de valoriser l'aspect communication, parce que plusieurs de ces producteurs font aussi de la vente directe et que les consommateurs qui viennent s'approvisionner chez le producteur trouvent très intéressant d'avoir une information sur cette démarche-là. Alors ça prend un petit peu de temps et on est en train d'essayer de trouver un système justement un peu moins consommateur de temps pour que des agriculteurs y viennent en plus grand nombre en travaillant, en acceptant de travailler sur une demi-journée maximum. Bon, je passe un petit peu vite parce que le temps file. Une cartographie qui vous montre simplement... Voilà, là on est sur le recoupement entre les zones humides qui apparaissent en bleu, les secteurs de projets friches qui apparaissent comme ça en orange, et puis les zones de forêt. Donc évidemment, dans les secteurs où on va retrouver, je prends l'exemple de Saint-Aignan ici, où on va retrouver une conjonction de ces 3 types d'objectifs, là on se doit d'être particulièrement vigilant sur le lien entre agriculture, biodiversité et forêt. Les diagnostics agricoles sont également en cours de mise à jour. Monsieur Legendre faisait référence en 2005 à des diagnostics assez complets qui avaient été réalisés.
Nous avons remis ça à jour en 2011. Nous sommes en cours d'exploitation des résultats et d'ici le milieu d'année, on aura des résultats plus précis par la Chambre d'agriculture. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a moins d'exploitations. On en est à 246, mais là, pour le coup, il s'agit bien que d'exploitations professionnelles. Et à côté de ça, on a beaucoup de doubles actifs ou de gens qui n'ont pas forcément le statut. Et on sait également que les surfaces n'ont pas bougé. La surface moyenne par exploitation a pu augmenter, mais la SAU globale n'a pas bougé. Tout à l'heure, on parlait de la consommation d'espace. Je fais juste une petite aparté parce que il y avait un autre organisme contemporain du district qui est l'agence d'urbanisme. Et sur les années 90, l'agence d'urbanisme nous avait démontré que, certes, la croissance démographique était très importante, mais que la consommation d'espace était 2 fois plus importante que la croissance démographique. On essaie vraiment de revenir en arrière là-dessus. C'est le nerf de la guerre, c'est ça. Cet objectif-là, quand même, a été bien pris en compte dans les PLU 2007. Il est partagé et j'ai l'impression, même si les combats ne sont jamais gagnés définitivement, mais en tout cas, le message est bien passé. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le nerf de la guerre sur la question des friches, c'est le faire comprendre à tous les propriétaires. C'est que ça ne sert à rien d'attendre, de spéculer, d'oublier. C'est qu'ils ont plus intérêt à valoriser leur terre, même si ça ne rapporte pas grand-chose en termes de loyer, plutôt qu'à attendre que ça devienne une friche, parce que contrairement à ce qui a pu être le cas avant, une friche devient de moins en moins potentiellement urbanisable, parce que quand on laisse les terres agricoles sans fricher, on commence à pouvoir y trouver des petites bébêtes ou des petites plantes qui, au contraire, peuvent avoir l'effet inverse, donc de rendre complètement ni exploitable par l'agriculture, ni par l'urbanisation. Voilà, donc sur les mises à jour des diagnostics, on sortira un 4 pages pour chacune des communes, ainsi qu'une note de synthèse générale à l'échelle de l'agglomération nantaise. Bon, et dernier point avant de repasser la parole à la salle, sur la question de la forêt urbaine et des arbres, là aussi on essaie de trouver un peu des mixtes, de développer l'agroforesterie, de faire des plans de gestion bocagère pour mieux connaître, mieux prendre en compte nos haies. Avec un exemple ici d'un plan de gestion bocagère qui a été réalisé sur la ferme des 9 journaux à Bouguenais. En 2012, on va s'efforcer, là aussi en partenariat avec la Chambre d'agriculture, de continuer à travailler là-dessus, plan de gestion bocagère et projet d'agroforesterie. Hop là. Moi, je propose à la limite bien que tu ailles jusqu'au bout de la présentation, parce qu'il est déjà 7h30. On groupera toutes les questions à la fin, parce que sinon vous n'aurez sans doute pas le temps de terminer votre présentation. Donc prenez le temps de terminer votre présentation, on prend les questions, et comme ça ce sera plus simple. Bien, il reste 3 diapositives, juste pour expliquer que nous avons donc dans le cadre de la convention avec la Chambre d'agriculture, des axes forts qui sont, je dirais, les points que l'on a depuis l'année 2000 et qui vont être prolongés, puis que chaque année on définit des points particuliers, et en particulier dans le cadre du plan climat, nous avons demandé une étude du potentiel de méthanisation sur tout ce qui concerne la biomasse agricole. Alors ça a été, je dirais que c'est en cours. Actuellement, on entend parler beaucoup d'usines de méthanisation. Et donc là, ça passe par un diagnostic de la biomasse agricole. C'est ce qui a été fait sur le territoire de Nantes Métropole. Alors c'est un gisement. Alors évidemment c'est une étude du potentiel de méthanisation dans les différents types d'élevage. Alors on s'aperçoit que là c'est un gisement c'est un croissant qui va de Brun à Mauves-sur-Loire. C'est les communes où il y a de l'élevage principalement. Et donc les possibilités, les volumes ont été inventoriés avec des différents ateliers, donc atelier laitier, équin, volaille, caprin, ovin, atelier allaitant. C'était pour montrer que chaque année on définissait des points intermédiaires à notre convention que nous avons pour travailler sur tel ou tel domaine. Et donc cette année, en 2011, ça a été le domaine d'une étude du potentiel sur les effluents permettant une éventuelle méthanisation. Voilà, alors on arrive à la fin de notre présentation. Alors c'est vrai que on s'imagine pas que tant de sujets sont rattachés à l'agriculture, que nous sommes, je dirais,
Dominique Barrault, chef de projet, et moi-même, les deux porteurs de ce projet au niveau de Nantes Métropole. Ça fait du travail pour, je dirais, qui est réparti certes sur d'autres services, mais qui montre la complexité d'un regard sur le monde agricole que nous avons présenté ce soir et qui va faire l'objet, je n'en doute pas, d'un débat qui ne sera jamais clos, puisque il n'y a pas une réponse à un projet, il y a de multiples réponses, de multiples interrogations, puis je dirais c'est un sujet tellement vivant qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine du territoire et de ceux qui font vivre ce territoire, c'est-à-dire les agriculteurs. Voilà, donc sur l'alimentation, la biodiversité, la forêt, la méthanisation. Patrick Baron, président de CAP 44, Construire une agriculture paysanne. Vous avez évoqué et abordé le problème du foncier, ce qui est le sujet. On voit bien qu'il y a des outils techniques pour, je dirais, régler, entre guillemets, ce problème. Mais je crois que pour la réussite totale de ce projet, il faut avoir les candidats, à la limite, on les a, mais il faut avoir les outils qui permettent d'accompagner ces gens-là d'une manière professionnelle et qu'ils soient des paysans qui réussissent dans leur activité. Et j'ai pas le sentiment que si on n'encadre pas ça, qu'on ne fera pas des propositions, on réussisse. Alors, au niveau de notre structure, on est en train d'essayer de mettre en place une coopérative d'activité et d'installation telle que pour les urbains, vous pouvez connaître l'ouvre-boîte dans d'autres secteurs d'activité, mais parce que on est quand même sur des choses très à la marge. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, je voudrais faire une réflexion sur le recensement là que vous venez de faire. Il a été évoqué les exploitations professionnelles et les petites exploitations. Alors, je crois que là, dans la période où nous sommes, on est devant une situation complexe et complètement injuste, puisque il y a aujourd'hui de recenser en France près de 70 000 paysans qui ont une activité agricole, mais qui ne sont pas reconnus par leur père. Et tout ça parce qu'on dit que pour être paysan, il faut avoir une surface agricole à mettre en œuvre. Alors que des gens avec des toutes petites surfaces ont une activité économique et ils vivent de leur activité. Et donc là, je crois que moi, ça m'inquiète d'entendre cette différenciation entre les exploitations professionnelles et les petites exploitations. Je prendrai un exemple, je ne sais pas s'il est bon, mais c'est un peu comme si dans le monde salarié, on disait que pour être un vrai salarié, ne seront considérés comme des vrais salariés que ceux qui font 70 heures par semaine. Ceux qui sont à 35 heures, c'est pas des vrais salariés, c'est pas des professionnels. On en est dans cette situation-là. Voilà. Enfin, la réponse, elle est très claire pour notre part. Pour nous, ils font partie du monde agricole. Donc là, c'est vrai que la synthèse qui vous est présentée, comme a dit Dominique Barrault, on aura une présentation par fiche communale, et dans les fiches communales ressortira tous les personnes présentes sur le territoire. Ça, je peux l'assurer. Hein. Le problème, c'est que je dirais, la distinction ne vient pas de nous, elle vient du comment on doit recenser. Enfin, le recensement, il y a une méthode et bon, voilà, on arrive au résultat. Mais c'est évident que sur le terrain, pour nous, fait partie de l'ensemble des agriculteurs. On les qualifie pas à la surface, je veux dire, mais bien par l'activité qu'ils mènent tous les jours. Donc, c'est exact que on aura dans la présentation, je pense qu'il faudra travailler sur ce point, puisque le nombre d'installations sur des petites surfaces montre qu'il y a une présence et qu'il faut qu'elle soit retracée au niveau de l'inventaire des exploitations. Rialan, Conseil de développement. Vous avez parlé de la forêt urbaine. Est-ce qu'une partie des surfaces recensées en friche sont destinées à la forêt urbaine ? Oui et non. La forêt urbaine, enfin, je vais pas dire que c'est virtuel parce qu'il y a du concret derrière, mais disons que dans le projet de forêt, pour que ça soit bien compris par le public, nous avons focalisé sur 3 sites majeurs qui d'ailleurs font l'objet d'un classement au document d'urbanisme, au PLU, en NF, donc espace naturel à vocation forêt. Quand on parle du projet de forêt urbaine ou périurbaine nantaise, c'est ça. Bien entendu, entre ces 3 gros massifs, tous les petits morceaux qui vont constituer la trame, le maillage bocager forestier rentrent dans l'ensemble du projet. Donc il faut pas opposer les deux, au contraire.
Alors moi, je vais revenir sur quelque chose qui est un peu particulier, à savoir, on entend toujours parler de la mâche nantaise, par exemple. Donc la mâche nantaise, elle est produite, c'est une industrie carrément, un caractère industriel, comme le cochon breton en Bretagne. Là, hein, pourquoi on ne fait pas de l'agriculture, enfin, on délocalise, il faudrait relocaliser un peu d'élevage porcin près de l'agglomération, et puis produire de la mâche là où il y en a besoin aussi, parce que quand on voit tous les transports, tous les déplacements, enfin, que ça occasionne, parce qu'on concentre tout au même endroit en France, avec par exemple des algues vertes, donc je crois qu'il va falloir, pour être au plus près des consommateurs, produire localement, quoi. Alors c'est vrai que le maraîchage traditionnellement était autour des villes. Mais par contre, les régions ont maintenant acquis une certaine spécialité, et c'est vrai que l'agglomération nantaise actuellement, c'est un point qu'on a observé, c'est qu'il y a énormément actuellement d'augmentation de surface due au maraîchage, enfin on peut qualifier industriel. Donc, mais de là, je dirais que on a quand même, nous, un constat, parce que moi, je voudrais pas oublier, c'est toutes les organisations professionnelles agricoles, parce que c'est exact que c'est à ce niveau-là que ça se joue, et aussi par l'intermédiaire des filières, c'est-à-dire qu'il y a les organismes professionnels agricoles et ensuite les filières. Alors il y a la filière maraîchage, il y a la filière viande, il y a la filière lait, et là on s'aperçoit que c'est pas les élus du territoire qui ont une grande mainmise sur ce point-là. Il faut être clair. Le maraîchage se développe à Nantes parce qu'il y a une tradition des maraîchers nantais depuis le 19e siècle. Il y a des instituts, par exemple à Carquefou, vous avez le CTFL, le centre de formation des techniques légumières. Il se développe là où il y a un support technique et universitaire et agronomique. Hein. Mais de là, on n'influence pas encore sur les filières. Hein. Je crois qu'il faut être honnête. Hein. Oui, moi je voudrais juste revenir un peu sur l'utilisation des espaces friches, là, parce que je suis un peu étonné je crois que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on aura quand même une demande, un accroissement de la demande concernant l'habitat. On entend toujours parler que l'habitat consomme énormément de surface agricole. Et moi, quand je vois les surfaces qui sont consacrées simplement à l'élevage des chevaux de loisirs, je me dis en gros, alors je vais me faire lapider par les agriculteurs, mais en gros, un cheval pour un hectare. Dans un hectare, on fait une quinzaine de logements, on loge 35 personnes. Oui, c'est plus sur Nantes Métropole. Hein. Oui, c'est... Oui, il y a une question au fond. Oui, je voulais faire Vincent Delabouglise, je voulais faire un ou deux commentaires et puis terminer par une question. Enfin, l'exposé est très intéressant. Je crois qu'il y a une activité un travail nécessaire qui est sur le foncier et qui est entrepris et qui va dans le bon sens, etc. Mais bon, ça a été évoqué déjà plusieurs fois tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Et je pense que là, aujourd'hui, le travail qui se fait sur Nantes Métropole, si on le reglobalise un peu ce qui se fait au niveau du national ou de l'international, je pense que l'orientation agricole et l'orientation du développement agricole ne peut plus trop se faire uniquement sur l'injonction des organisations agricoles. Il faut qu'il y ait des actes politiques forts des collectivités, que ce soit au niveau communauté urbaine, départementale ou régionale. Bon, petit commentaire sur la question de la méthanisation. J'avais pas du tout entendu parler que cette étude avait été menée, mais on a eu récemment des retours d'expérience qui datent de plusieurs dizaines d'années en Allemagne, où aujourd'hui il y a des incohérences dans la mise en place d'unités de méthanisation, où on n'a plus l'approvisionnement nécessaire, donc on fait circuler des camions sur 300 à 400 km pour transporter des lisiers pour faire de la méthanisation. Alors, sachant qu'aujourd'hui, un acte fort sur le développement du modèle agricole, c'est déjà avoir un lien au sol, ou favoriser le lien au sol des élevages qui sont mis en place ou de l'évolution, qui sont repris ou qui doivent évoluer. Et à ce moment-là, on résout en grande partie du traitement des déchets de la production agricole. Moi, une petite question que je veux ramener au niveau national, c'est que là, si je fais un petit calcul rapide, c'est aux alentours du 19 à 20 000 hectares de surface agricole utile si on cumule ce qui est déjà utilisé et les friches. Aujourd'hui, dans le Grenelle, il y a eu un objectif fort qui a été posé,
qui a été un petit peu mis en veilleuse par nos dirigeants nationaux, mais il y avait quand même un objectif de 20% d'agriculture biologique en 2020. Donc si on fait un petit calcul rapide de 20%, ça fait à peu près 4000 hectares sur Nantes Métropole. Sachant qu'en Loire-Atlantique, on est déjà à 10%. Donc si on veut respecter les proportions, il faudrait qu'on soit à 30% en 2020. Donc ça fait quand même 5800 hectares qui théoriquement. Donc moi ça m'amène à deux questions. Dans l'exposé, on a parlé beaucoup de la question du foncier, de la question de l'agriculture, de la question de l'alimentation, de la plus-value apportée par les circuits courts pour les producteurs. Là, moi, je suis pas trop d'accord pour parler de qualité. On parle d'un apport, mais on peut pas contrôler la qualité de la production sur les circuits courts. C'est important à préciser. Par contre, on parle pas trop de la santé, quoi. Et l'alimentation est forcément très liée à la santé. Et l'entrée santé, là, je crois qu'il y a une réelle responsabilité politique. Et là, aujourd'hui, la demande des citoyens, très majoritairement, c'est une alimentation saine, contrôlée. Donc, effectivement, en répondant sur le circuit court, on répond sur la question, je dirais, bilan carbone, amélioration de la valeur ajoutée pour les producteurs et une certaine remise en relation des consommateurs avec les producteurs, mais on ne répond pas sur la question santé, quoi. Donc, moi, la question que je vais vous poser, c'est dans le cadre de cet objectif du Grenelle, que nous, au niveau du réseau de l'agriculture biologique, plus sur l'aspect santé que sur l'aspect purement filière économique. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour atteindre cet objectif des 20% en 2020, c'est-à-dire en l'occurrence, enfin des 30% en Loire-Atlantique, c'est-à-dire 6000 hectares en agriculture biologique sur notre métropole? Alors la question posée n'est pas simple à répondre. C'est vrai que je crois qu'on commence à s'approprier ce débat-là. Alors, enfin, je veux dire, il y a plusieurs. Dans ce que vous a présenté rapidement Dominique Barrault, il y a en particulier dans le cadre ce qu'on appelle la restauration hors domicile. Il y a une première évaluation des possibilités, enfin déjà comment se construise la restauration hors domicile. C'était déjà un des points. Le deuxième point, je dirais que c'est une contrainte qui va venir de la part des donneurs d'ordre, c'est vrai pour la restauration hors domicile, en particulier dans les écoles, d'atteindre ces 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Et le risque important de cette mise en œuvre, c'est vrai, c'est de faire venir, si c'est possible, des produits issus de l'agriculture biologique qui viennent de très loin, puisqu'il n'y a pas sur le territoire ces possibilités. Alors, on est conscient, nous, du risque. On n'a pas, il faudra qu'on mesure dans le cadre des installations ou puis même lorsque je crois que le GAB nous a fait parvenir un petit peu le bilan de ce qu'est l'agriculture biologique au niveau du département et au niveau de l'agglomération. Il va falloir, si dans le cadre c'est pas de négociation, mais d'un travail commun, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité, enfin, si les installations portent véritablement sur l'exploitation en agriculture biologique ou pas. Alors après, ça devrait être parce que c'est vrai que lors des discussions avec nos collègues, il y en a qui nous disent, bah oui, mais toutes les terres que vous remettez en exploitation, enfin que vous défrichez, il faudra les afficher à agriculture biologique. Alors c'est difficile, hein, parce que c'est vrai que le débat, je me souviens, pareil à Erdregev, aussi il y a quelqu'un d'Erdregev, c'est le débat qu'il y a eu dans le cadre avec la communauté de communes. C'est vrai qu'on affirme le souhait qu'une agriculture biologique est l'agriculture qui convient autour des agglomérations et on va parler de la trame verte, de la trame bleue. C'est seulement ce type d'agriculture qui est le plus favorable au maintien de ces trames. Mais on n'est pas qu'à passer au stade, mais c'est vrai qu'il faut que je veux dire, on perçoit ça dans les discussions maintenant. On n'en est pas, on sait que les objectifs il faut atteindre. On nous dit, vous devriez obliger, par exemple, toutes les friches qui sont remises en état à les passer en agrobiologie ou en bio. On n'en est pas encore à ce stade directif, je dirais. Alors, je crois que la prise de conscience des agriculteurs qui s'orientent vers le bio, plus du monde urbain qui tend vers qui
qui souhaite tendre vers cette disposition va nous faire certainement à terme évoluer dans ce sens. Mais à cette heure, il n'y a pas encore on le souhaite, mais je dirais c'est du souhait, c'est pas une orientation ferme. Enfin, elle peut être ferme dans notre vision, mais je veux dire, sur le terrain, elle s'applique pas encore de cette façon-là. Par contre, les friches s'y prêtent tout à fait, puisque souvent, une friche qui, depuis plusieurs années, n'a pas reçu de culture, elle peut être du jour au lendemain, je crois, passer en agriculture biologique. Alors, c'est un point qu'il faut, d'ailleurs, que ceux qui sont repreneurs des terres auprès des propriétaires le savent. Hein, ils sont tout à fait conscients qu'en s'installant sur une friche, il y a des difficultés, mais aussi un potentiel immédiat d'agriculture biologique. Mais le débat, on le perçoit, on l'entend tous les jours, mais on ne l'a pas mis en œuvre de façon, je dirais, il n'y a pas de compétence officielle de Nantes Métropole en disant tout ce qu'on met sur la remise en état des friches, ça sera que du bio, rien que du bio. Non, pas encore, on n'en est pas là. Oui, Vincent ? Au niveau de l'agrandissement, par exemple, je pense que sans que ce soit forcément une action coercitive et brutale, mais c'est que pour que les choses puissent évoluer, il faut qu'il y ait des objectifs concrets à moyen terme. Et donc, si les élus qui maîtrisent le foncier, pas forcément que les élus, mais toutes les structures qui maîtrisent le foncier, s'il n'y a pas, je dirais, un caractère d'incitation, qui devrait normalement être complémentaire des incitations économiques qui viennent de l'Europe, mais qui vont peut-être arriver avec la nouvelle PAC 2013, on ne sait jamais. Mais par contre, au niveau des moyens d'action des politiques, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que si vous amenez pour consolider une exploitation 10 hectares sur une exploitation, qu'il y ait en échange des engagements sur une évolution du système d'exploitation, qui n'est pas forcément de passer en bio immédiatement, parce que tous les outils ne sont pas transposables comme ça instantanément, mais qui est une obligation d'engagement chiffrée dans le temps avec un planning sur une évolution des pratiques agricoles. Et là, nous, il y a un réel besoin d'engagement ferme des politiques à ce niveau-là, quoi. Il y a déjà le point qui vous a été présenté tout à l'heure concernant l'indice IBIS, concernant la qualité des exploitations. Alors c'est vrai qu'après avec les trames vertes et bleues, peut-être qu'il va y avoir des avancées plus significatives, mais c'est vrai que on est plus dans le débat. Je dis pas qu'on passera pas à un stade où on sera plus incisif. Déjà, je dirais il faudrait déjà que parce que il y a différentes collectivités qui aident. Il y a la région qui investit pas mal pour les agriculteurs biologiques. Il y a le département, je crois que le département ouvre de nouvelles voies. C'était dans la presse avant-hier, comme quoi il y a une nouvelle approche. Alors je la connais pas encore. C'est vrai que le plus dur, c'est pas le plus dur, mais ça sera une nécessité. C'est que les différents échelons des collectivités locales aient des décisions qui se complètent et qui se concurrencent pas. Déjà, premièrement, au moment où on a très peu d'argent à mettre dans des directions, il faut absolument pas que cet argent puisse revenir, soit mis en compétition et doit s'additionner dans les. Alors, je crois qu'il y a un gros travail, et ça, je pense que les payants, c'est ce qui permettra de mettre en application ce qui vient d'être énoncé, parce que dans le programme d'action, pour qu'il soit accueilli avec satisfaction par les agriculteurs. Il ne s'agit pas qu'il y ait un panel complètement exhaustif dans plein de directions, mais on va s'apercevoir dans le programme d'action qui n'est pas mis à l'enquête publique, mais qui peut s'améliorer tous les ans. Et je crois que c'est là que va se jouer les différentes composantes des collectivités, régions, départements et intercommunalités pour tendre vers des directions beaucoup plus pas obligatoires, mais qui vont s'impliquer parce que les collectivités iront dans le même sens. Et ça, je le perçois, et ça sera dans les payants que ça se jouera. Juste une question, mais vous avez en partie répondu tout à l'heure. Est-ce que c'est bien du rôle d'une collectivité territoriale d'imposer tel type d'agriculture? Je veux dire, là, on approche un système un peu, qui fait froid dans le dos. Non, mais je veux dire, autant quand c'est dans un péant, comme vous le dites, ça peut se concevoir, autant, allons pas au-delà, hein, pitié, hein, un peu de liberté pour le monde.
Bah, je crois que, la réponse que je viens de donner, qui est, là, c'est à titre personnel, elle va dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on pourra inciter, mais ça n'ira pas. Mais comment? Il y a encore une question de Christine Margetic, puis après on demandera peut-être à Jean Renard, qui est quand même le spécialiste de ces questions, de donner un peu son point de vue global sur tout ça. Par rapport justement aux stratégies de communication, est-ce qu'il y a il y a d'autres agglomérations qui se sont lancées dans la mise en place de marques collectives, que ce soit l'ADEG, la ville d'Aubagne, sur l'agglomération lilloise. Est-ce qu'il y a déjà eu justement des réflexions de ce type-là pour rendre d'une certaine manière plus lisible auprès du consommateur les démarches qui peuvent être engagées notamment par l'agglomération? Sur le secteur de l'agglomération nantaise, non, mais il y a déjà les marques, la mâche nantaise, le muguet nantais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais non, il n'y a pas eu de travail dans cette direction. Oui, les vins de Nantes. Alors, les vins de Nantes, c'est quelque chose actuellement qui fait l'objet d'un consensus au niveau touristique, au niveau agricole. C'est exact que les vins de Nantes, oui. Bon, moi, je veux bien essayer de conclure en absence de Philippe Audic au niveau du Conseil de développement. Mais il y a peut-être encore une question. Une toute dernière avant que Jean Renard... C'est par rapport à la marque. Il y a un travail qui commence à se faire. Alors, c'est pas avec l'aglo, c'est avec le Conseil général sur la nécessité d'une marque au niveau plutôt du département. Mais l'aglo est quand même dans le département, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Allez-y. Non, ça sera plus quelques réflexions. La Loire-Atlantique, c'est le privilège de l'âge qui me permet de le dire, a toujours été, au point de vue agricole, pionnière. Pionnière dans les syndicalismes, dans les manifestations, dans les innovations. Alors moi, je me satisfais que depuis l'an 2000, il y ait, au niveau de la Chambre d'agriculture, de la communauté urbaine, et des agriculteurs qui résident dans ce secteur, une sorte de lien et puis d'avancée. Bon, on peut qu'être satisfait. Ceci dit, premièrement, la réflexion, vous la faites dans un périmètre prescrit des 24 communes de l'agglomération. Or, les enjeux, je crois, sont à l'extérieur. Et tout ce que vous faites ici, il faudrait aussi que ça se diffuse par un effet domino sur l'ensemble du territoire, si ce n'est le département, en tout cas tous les espaces périurbanisés. Alors, est-ce que vous avez cette réflexion et est-ce que, au niveau du département, du Conseil général et de la Chambre d'agriculture, vos préconisations, en quelque sorte, vont être diffusées? Et puis, là aussi, c'est le privilège de l'âge. Je me souviens que lorsque j'étais jeune enseignant, je suis arrivé ici en 1963-64, j'avais participé à une étude du bureau d'études de la Chambre régionale d'agriculture qui s'appelait le CREDAR. Et sur ce qu'on baptisait à ce moment-là l'ACRN, ça devait faire 36 communes. Nous avions fait un bilan. Chaque exploitation à son lieu dit, avec ses systèmes de production, son agrandissement, la qualité des sols, etc. Qu'en 1972, un peu plus tard, avec les étudiants, on avait, sur l'ensemble de l'agglomération, repéré toutes les friches. Tout cela est demeuré inconnu de la part des élus, de la part de la profession, ou en tout cas de la majorité. Le résultat, c'est que 40 ans plus tard, on prend en compte, en quelque sorte, des choses qu'il aurait fallu faire beaucoup plus tôt. C'est comme sur le problème foncier et l'injustice foncière qui fait qu'en effet, si vous vous situez du bon côté du trait, c'est comme à Las Vegas et vous touchez le pactole, et de l'autre côté, vous offrez un paysage à celui qui a pu vendre son terrain pour terrain à construire. Et ce paysage, vous le vendez 16 centimes le mètre carré, si je retiens ce qui est décidé pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a là quand même un véritable problème qu'il va falloir un jour ou l'autre résoudre, même si à mon sens c'est un peu tard. Parce que regardez ce qui se passe le long de la voie Nantes-Châteaubriand et les acteurs sociaux qui interviennent actuellement. Si vous faites une veille foncière, vous allez être drôlement surpris. Monsieur Legendre, est-ce que
c'est à vous de faire la conclusion cette fois. Non, mais je suis d'accord avec Monsieur Renard. J'ai eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois dans différents colloques. On est tout à fait. D'ailleurs, le problème, c'est qu'on s'est appuyé sur vos travaux et celles. Alors. Il faut encore 40 ans. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, quand on présente l'agriculture périurbaine à des gens pas comme vous, des novices, on leur rappelle toutes les études qui ont été menées depuis 40 ans. Mais je dois avouer que il y a pas eu de prise de conscience. Je pense aussi c'est à tout niveau, au niveau des collectivités qui ont, dans les 30 Glorieuses, ont répondu à une demande par n'importe quoi, toujours s'étendre. Il y a eu aussi une révolution dans le monde agricole qui a vu une disparition des petits exploitants qui, au profit de plus gros qui sont venus maintenant, c'est vrai. Et ce problème aussi, il aurait pu être posé. Je dirais, on est tous responsables collectivement d'un certain nombre de dégâts dans notre société. Alors, on est bien conscient que les collectivités, je le pense maintenant, sont incontournables dans le domaine de l'animation du territoire avec les agriculteurs. Les exemples que l'on a à Terres-en-Ville montrent que c'est partout de l'urgence. C'est pas, faut pas croire qu'il y a des exemples qui ont été menés. J'irais peut-être aussi autour de Rennes avec le SDO qui a montré et qui est encore plus en avance que nous maintenant ils ont des plans locaux d'agriculture, je crois, nous a dit Bernard Poirier. Enfin, c'est vrai que l'agglomération rennaise est en avance sur les autres collectivités pour la gestion de son territoire. Alors, en contrepartie aussi, autour de l'agglomération rennaise, l'agriculture et le modèle dominant fait que on n'est pas sûr qu'il y ait de la place pour d'autres agriculteurs, à contrario de ce qui existe sur l'agglomération nantaise, parce qu'on a un volant de 5000 hectares de friches. Je crois l'avantage, c'est que à Nantes Métropole, le sujet, je dirais, était vu un petit peu à la lorgnette par nos collègues. Maintenant, il est plus du tout vu à la lorgnette par nos collègues qui en font avec fierté une politique municipale ou de maintien et de développement. D'ailleurs, au dernier conseil communautaire, on a fait adopter un vœu sur la viticulture. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on parle de ça au conseil communautaire. Certes, mais je veux dire, il y a une prise de conscience de tous et que les solutions, elles pourront se faire, alors je dis pas avec compromis, mais simplement en mettant tous les acteurs autour de la table. Et je crois que les élus locaux ont pris conscience du pouvoir, mais du pouvoir limité qu'ils ont, puisque en France, le propriétaire est quand même quelqu'un qui est défendu par de nombreuses lois et autres. Mais on s'aperçoit qu'en allant face, je dirais, aux propriétaires ou à leurs représentants, qui certes ne représentent pas tout le monde, on a un écho tout à fait satisfaisant de nos démarches. Alors, je crois qu'on est clair sur c'est un travail de longue haleine. Il faut s'appuyer sur la réflexion qui a été menée au cours des 30 dernières années, qui ont indirectement amené les collectivités à prendre une direction agricole qu'elles n'avaient pas auparavant. Certes, le Conseil général a toujours eu dans ses compétences les relations avec le monde agricole. C'était pas le cas dans le cadre des intercommunalités. Et je dirais que ce qui est fait à Nantes, aussi maintenant la Carène, je dirais, est bien en avance sur toutes les décisions, en particulier dans le foncier. Ils ont une veille foncière qui, nous, on aimerait bien l'avoir au niveau de Nantes Métropole. Ils ont mis en place une marque de pays autour de la Brière. Il y a je crois que ça. Puis quand on voit le travail avec Erdrejev que nous menons, enfin conjointement dans le cadre du PEAN, mais je veux dire le travail qui a été fait dans la réflexion, dans le foncier, mais aussi tout ce qui concerne la nourriture, la qualité, qui est menée au sein de l'ensemble des établissements par diverses interventions d'associations, on est, je dirais, content, malgré qu'on connaisse bien nos manques, je dirais, puis face à des lobbies
Alors les lobbies, ils sont très visibles ou pas visibles, mais le monde agricole malheureusement en subit. Et alors, je parlais tout à l'heure de la nouvelle PAC 2013. C'est vrai qu'elle porte un certain nombre d'espoirs la part de quelques-uns. Est-ce que les lobbies vont pas la saboter au moment où elle arrivera à la décision? Voilà, mais je veux dire, nous on marque le territoire et c'est vrai que les collectivités locales, par l'intermédiaire des élus qui s'emparent du sujet, je crois qu'on lance un véritable débat. Et puis je dirais ce débat, il est pragmatique et en plus il y a des résultats parce que lorsqu'on pourra dans le cadre de la restauration hors domicile s'appuyer sur la provenance des produits que nous ferons manger aux enfants, je crois que c'est fort. Et d'ailleurs, maintenant on s'aperçoit que des groupes importants de restauration hors domicile s'intéressent au sujet. Alors toujours pareil, il y a des déviations parce que par exemple dans le Nord il y a le groupe Auchan qui achète des terres à tour de bras pour faire de la salade Auchan ou des carottes Auchan, je sais pas. À chaque fois qu'il y a une bonne idée, elle est vite déviée par des gens qui ont les moyens de le faire. Et ça, c'est comme dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, il y a des moments où les bonnes idées sont prises par un autre système. Mais je crois que là, véritablement, on est sur quelque chose d'irréversible. Les expériences qu'il y a en région parisienne, on les a aussi dans le cadre de Terres en Ville, puisque la région Île-de-France est adhérente à Terres en Ville. Quand on voit de certains développements dans la région parisienne, on est étonné. Quand même, c'était le grenier de la France ou la Beauce, je sais pas, mais je veux dire, c'était quand même un système d'exploitation céréalier en pointe et s'appuyant sur la propriété foncière. Il y a des évolutions fortes et souvent partie d'initiatives locales, mais partant d'initiatives des agriculteurs. Donc, mais toutes les questions que vous avez soulevées, qui pourraient faire des soirées de débat à n'en plus finir, c'est vrai qu'elles sont évoquées dans un certain nombre de revues, et il y avait l'ARF, l'Association des ruralistes français. Alors, c'est vrai que moi je me souviens, j'avais pris cette responsabilité, j'ai été à l'Assemblée générale des ruralistes français, c'était à la faculté de droit à Nantes, et ils étaient il y a plus de 10 ans, ils étaient un peu en perdition. Ils y sont toujours? Ah bon, alors... mais je me souviens d'un intervenant agricole lors de l'Assemblée générale qui disait parlez de nous parce que vous êtes en train de nous faire disparaître, nous aider à disparaître presque par. C'est vrai, l'ARF, je dirais comme toute association, a ses qualités, ses défauts, mais ne plus parler du monde agricole de la part de l'ARF, c'est vraiment dramatique. Donc on est certainement une passe difficile, mais quand on voit tous les jeunes qui souhaitent compétents, qui souhaitent s'installer, alors quand on dit dans l'agglomération nantaise, c'est en dehors de l'agglomération nantaise, mais qui souhaitent s'installer, qui ont une vue, pas originale, mais une vue sensée du monde du développement agricole, qui ont les capacités de répondre à tous les soucis qui ont été évoqués partiellement lors de vos interventions. Moi, je suis quand même, je le dis mais je suis satisfait que les collectivités, d'une façon comme une autre, permettent à des jeunes compétents de dire on a un avenir dans le monde agricole. Alors c'est vrai qu'on marche toujours par phase. Je crois qu'il y a nécessité d'avoir toujours du recul quand on en parle, mais je crois qu'actuellement on va pas parler il va y avoir un départ très important dans le monde agricole par rapport à l'âge, comme dans certaines professions, mais on peut dire qu'il y a une relève derrière qui est de qualité, sensée et qui va répondre aux défis du monde de demain. Mais si les collectivités ne sont pas présentes, je veux pas dire pour fixer le débat, mais simplement l'orienter et mettre à disposition un certain nombre de possibilités, c'est vrai que là, tout se jouera. Hein. Très bien. Voilà. Donc, merci à Jean-Pierre Legendre et à Dominique Barraud d'avoir fait cet exercice. On reparlera agriculture le 7 juin prochain, cette fois-ci avec Hubert Garot, qui est le président de Terrena. Et on parlera d'un concept apparu depuis peu qui s'appelle l'agriculture écologiquement intensive.